Bonjour. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la loi de Poisson pouvait servir à dessiner ou à tracer une courbe d'efficacité. La courbe d'efficacité est utile pour prédire les probabilités d'acceptation d'un lot selon trois critères, soit la taille de l'échantillon, combien d'éléments font partie de l'échantillon, le critère d'acceptation, donc le nombre de pièces non conformes qu'on peut tolérer dans un lot pour l'accepter, et le troisième paramètre, c'est le pourcentage réel de défauts dans la production ou dans le lot qu'on veut inspecter. Comme par exemple ici, si on a un échantillon de 80 pièces, vous remarquerez dans les prochaines secondes de la vidéo que j'ai fait une erreur. J'ai confondu le mot lot et le mot échantillon. J'aurais dû dire que le lot sera accepté si deux pièces non conformes ou moins sont présentes dans l'échantillon de 80 pièces. Bien, on continue. Go! Puis on dit le lot va être accepté si dans le lot de 80 pièces, il y a deux pièces non conformes maximum. Donc, si le lot, il y a 0 pièce, une pièce ou deux pièces non conformes, on accepte le lot. Donc, si la qualité réelle du lot est de 2 bien, on aurait 78 des chances d'accepter le lot. On peut le voir ici aussi. Par contre, pour le même plan d'inspection, si la qualité réelle du lot était de 9 par exemple, il y a 9 de défauts dans le lot, bien, à 9 on aurait 3 des chances d'accepter le lot. On pourrait l'accepter, mais les chances d'accepter seraient pas mal plus faibles. Alors, la courbe d'efficacité nous permet de donner les critères pour être capable d'accepter ou refuser un lot. La courbe d'efficacité parfaite ressemblerait à ça. Donc, par exemple, à 2 si le lot a 2 et moins de défauts, on l'accepte toujours à 100 et on refuse le lot à 100 s'il y a 2 de défauts ou plus. Mais cette courbe-là n'est pas possible à réaliser à moins qu'on inspecte à 100 toutes les pièces. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est une inspection par échantillonnage. Donc, il faut inspecter moins de pièces et s'en remettre aux statistiques pour déterminer les chances d'acceptation d'un lot. Donc, on va vraiment se servir de la courbe d'efficacité pour y arriver. Puis vous pouvez voir que si on fait varier la grosseur du lot, au lieu de 100, au lieu de 80, si je mettais 100 par exemple, vous voyez la courbe elle change. Puis si je dis, ben moi je vais accepter 3 pièces au lieu de 2, vous voyez qu'on peut faire varier la courbe. C'est selon les critères de notre plan d'inspection. Puis c'est justement sur quoi porte la vidéo, c'est de savoir c'est quel chiffre qu'on met ici, c'est quelle valeur. On met-tu 80, on met-tu 2, on met-tu 3, on met-tu 1? C'est ce qu'on va voir. Il y a plusieurs façons d'établir un plan d'inspection. Nous, on va en voir deux. On va voir la méthode de Cameron et la méthode militaire qui est la standard militaire 105E. Commençons d'abord par les méthodes de Cameron. Pour déterminer la taille du lot, la taille de l'échantillonnage à inspecter et aussi le critère d'acceptation, avec la méthode de Cameron, on a besoin de définir quatre caractéristiques. La première caractéristique est le NQA, qui est le niveau de qualité acceptable. Ça, c'est le niveau de qualité qui a des très grandes chances de se faire accepter lors de l'inspection. Aussi, il y a le LTPD, qui est le Lot Tolerance Percent Defective. Ça, en fait, c'est comme l'inverse du NQA, c'est le niveau de qualité qui a de très grandes chances de se faire refuser lors de l'inspection. Donc, si on a un lot avec, exemple, 9 de défauts, mais on veut absolument le refuser, ça va être le LTPD. Maintenant, vu qu'on sait que les acceptations et les refus de lot sont basés sur des statistiques, il y a des chances qu'un lot qui devrait être accepté soit refusé juste parce qu'on était malchanceux lors de l'inspection. Par exemple, si on achète un panier de fraises, puis toutes les fraises dessus ont l'air toutes belles, fait que ça, on va l'accepter. Finalement, en dessous, toutes les fraises ne sont pas belles, fait qu'on s'est fait avoir. Fait qu'il y a des risques à ça. Il y a des risques, on appelle le risque du fournisseur, qui est dénommé alpha. Le risque du fournisseur, c'est le risque qu'un lot se fasse refuser même s'il était censé être accepté. La qualité était assez bonne pour se faire accepter, mais lors de l'échantillonnage, le fournisseur a été malchanceux, puis on a pigé des pièces pas bonnes alors qu'il y avait plein de pièces bonnes juste à côté. Comme par exemple ici, on dit, dans cet exemple ici, il dit, les lots avec 1% de défauts sont acceptés à 80%. Mais ça se peut qu'on soit malchanceux puis qu'on refuse un lot parce qu'on est tombé dans le 20% du temps qu'on a refusé le lot alors qu'on aurait dû l'accepter.
On appelle ça le risque du fournisseur parce que le fournisseur, lui, il va se faire refuser un lot qu'il a soumis à son client, puis il se l'est fait refuser alors qu'il était bon. C'est le risque que le fournisseur est prêt à prendre. On a à l'inverse le risque du client. Le risque du client, ça, c'est le client qui accepte un lot qui n'aurait pas dû être accepté. Alors qu'il y avait, exemple, s'il y a un lot qui a, par exemple, ici 6% de défaut, bien, normalement, on devrait le refuser à 95% du temps. On devrait l'accepter 5% du temps. Mais ça se peut qu'on tombe sur le 5% qu'on l'accepte quand même. Alors là, c'est le client qui va se faire avoir parce qu'il a accepté un lot qu'il n'aurait pas dû. Et alors, une fois que ces quatre caractéristiques-là sont établies, là, on peut trouver à l'aide d'une procédure et la table de Cameron, on peut établir c'est quoi les niveaux, c'est quoi le N, c'est quoi le C. Mais avant d'aller là, ce serait important de comprendre que c'est des risques qu'on court. Fait que le fournisseur, autant que le client, il y a des enjeux. Ça se peut qu'il se fasse refuser un lot qui n'aurait pas dû ou qu'il accepte un lot qui n'aurait pas dû. Puis ça, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment bien détailler lors de l'entente entre le fournisseur et le client. On dit, OK, on inspecte tant de l'eau, voici les chances que ton lot soit refusé. Même s'il est bon, voici les lots qu'on l'accepte, même s'il n'est pas censé être bon. Puis il faut établir aussi qu'est-ce qui se passe avec un lot refusé. Est-ce qu'on le garde puis qu'on le répare à l'interne ou est-ce qu'on le retourne? Qui paye pour le transport quand il y a un lot qui est refusé? C'est ces choses-là qu'il faut vraiment établir lors de l'entente, lors de la signature d'un contrat avec un client. Un coup que c'est fait, avant, un coup que c'est fait lors de la signature, mais après ça, quand il y a des problèmes, bien là, c'est pas mal plus facile de les régler. Tout est écrit, puis les ententes sont meilleures, les conflits sont plus faciles à résoudre. Fait que c'est vraiment important de qualifier ces caractéristiques-là avant de signer une entente. Un coup que ces quatre caractéristiques-là sont connues, on peut suivre la démarche qui est montrée dans votre livre pour trouver les critères, les caractéristiques N et C. Vous voyez qu'on dit qu'il faut calculer le rapport entre LTPD sur NQA. Vous vous rappelez que le P, ici, c'est le pourcentage d'efficacité. Le pourcentage, c'est la qualité effective du lot. Dans votre livre, le P1, c'est la qualité qu'on souhaite avoir, qui est le NQA, et le P2 correspond au LTPD. C'est la qualité qu'on devrait refuser très, très souvent. Donc, dans votre livre, on dit qu'il faut calculer le rapport de LTPD sur NQA ou le rapport entre P2 sur P1. Si on met les chiffres, ça donne 0.08 sur 0.01 qui donne 8. Un coup qu'on connaît cette valeur-là, on va dans la table de Cameron et on voit ici, il faut trouver le pourcentage, dans la colonne qui a un alpha qui est égal à 0.05 et un bêta à 0.10 pour correspondre aux données qu'on avait initialement. Il faut trouver la valeur qui est immédiatement plus petite ou égale à la valeur qu'on a obtenue en 1, soit le 8. Fait qu'ici, on voit qu'on a le choix entre C qui est égal à 1 ou C égal à 2. Le C égal à 1, il est plus grand que 8, donc c'est pas bon. Donc, on prend la valeur immédiatement inférieure qui est 6.509. Ça, c'est le P2 sur P1. Alors, on sait que le C, déjà, c'est 2. Fait qu'on pourrait le savoir ici, on dit c'est 2. Fait qu'on pourrait même le mettre tout de suite si on voulait, 2. Puis maintenant, il faut trouver la valeur du N. Combien d'échantillons que doit contenir combien d'items doit contenir notre échantillon? Pour le faire, on continue. On est rendu à l'étape 4. On sait que quand on regarde dans la colonne de Cameron vis-à-vis C est égal à 2, le NP1 est égal à 0.818. Donc, si le NP1 est égal à 0.818, puis qu'on sait que notre P1 est égal à 0.01, on peut isoler la variable N, qui est la grosseur de l'échantillon qu'on veut prendre. Donc, on fait 0.818 sur 0.01, qui donne 81.8, ou qu'on arrondit à 82. Donc, si on le laissait dans la courbe d'efficacité ici, à 82, on voit que à 1% du temps, notre NQA de 1, on devrait accepter le lot à 95% du temps. Ça, c'est parfait, c'est ce qu'on souhaitait. Par contre, si on vérifie la deuxième caractéristique, à LTPD de 8, ici, on devrait accepter le lot 4 fois du temps, 4% du temps, alors qu'on souhaitait le faire 10% du temps. Fait que vous voyez, ça va être encore plus sévère que ce qu'on souhaitait avoir. Fait qu'il n'y a pas vraiment de façon de tomber exactement sur ce qu'on veut, mais Cameron nous approche. Fait qu'on pourrait juste jouer avec les chiffres si on voulait, on pourrait mettre 82, puis là, on verrait qu'on accepte encore 95%, puis notre 4% monte à 8 à 5%.
On pourrait essayer à 75 si on voulait, puis on pourrait jouer avec ça. Mais la méthode de Cameron, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous donne une approximation qui est assez bien. Fait que, lors de l'entente avec le client ou le fournisseur, bien, vous pouvez dire, voici mon plan d'inspection, ça va être de telle façon, voici les risques que tu encours et que les risques que j'encours, ça dépend si vous êtes fournisseur ou client, puis vous faites l'entente basée là-dessus. L'autre méthode pour évaluer ou pour construire un plan d'échantillonnage, c'est la norme militaire STD 105E. Le document que je consulte présentement, c'est un PDF qui va être mis sur l'EA aussi, donc vous allez avoir accès à ce document-là. Donc, la façon de le faire, la démarche est simple quand même. Il faut déterminer la taille du lot à inspecter. Donc, ce n'est pas l'échantillon. Maintenant, l'échantillon, c'est ce qu'on cherche à avoir plus tard. Mais là, si on dit, par exemple, vous recevez des bins ou des barils de pièces, puis dans le baril, il y a 2000 pièces, on peut dire la taille du lot va être de 2000 pièces. Ce n'est pas l'échantillonnage qu'on va prendre, mais c'est le lot global, le grand N. Après, il faut choisir le niveau de sévérité de l'inspection. Est-ce qu'on prend général ou spécial? Ça va dépendre de la sévérité de l'inspection aussi. Donc, normalement, on prend le cas général 1, 2, 3. Habituellement, c'est général 2 qu'on prend. C'est le niveau moyen d'inspection. Mais quand le coût d'inspection est très élevé, on peut dire, ah ben là, on va inspecter à général 1. Ou si le coût d'inspection est très faible, c'est facile à inspecter et ça va vite, ben on peut inspecter à général 3. On va voir plus tard les conséquences. Un autre niveau d'inspection pourrait être les S. Les S, c'est quand on a des essais destructifs. Fait que là, il ne faut pas vraiment prendre beaucoup d'échantillonnage parce que là, si on prend par exemple 80 items dans l'échantillon, bien, on a 80 items qui vont être brisés. Fait que c'est pas idéal. Fait qu'il y a une autre façon de le faire, c'est avec les items S1 à S4. Le S1, on le prend quand le coût d'inspection est faible et S4, on le prend quand le coût d'inspection est élevé. Alors, entre les deux, il y a S2 et S3 qui sont en intermédiaire. Encore là, le niveau d'inspection à utiliser va dépendre de l'entente que vous avez avec votre client ou votre fournisseur. L'autre étape, c'est de trouver la lettre du code qui correspond à l'échantillon. Vous allez voir, on va se servir de la lettre plus tard. Donc, si par exemple, vous avez un lot total de 700 pièces, 700 pièces, ça se situe entre 501 et 1200, puis vous êtes à un niveau d'inspection normal général. Fait que la lettre qui correspondrait à votre situation, un lot de 700 et une inspection générale serait J. Fait que votre lettre, c'est J. Il faut la retenir. Ensuite, il faut déterminer le niveau de qualité acceptable. C'est quoi la qualité que vous êtes prêt à accepter? C'est ce que vous voulez. Si vous êtes, mettons, par exemple, à 1% des défauts dans ton lot, j'accepte le lot, puis si c'est plus, je devrais le refuser. Fait que ça, c'est le NQA, il faut l'établir. J'ai marqué AQL parce qu'en anglais, c'est AQL, puis c'est ce qu'on voit dans les tables plus loin, mais c'est la même chose. Ensuite, il faut choisir le type d'inspection. Est-ce qu'on veut un plan simple, un plan double ou multiple? Tantôt, avec Cameron, on a vu le plan simple. On va voir plus tard avec le plan militaire qu'on a le choix de plusieurs types d'inspection. On va le voir plus tard. Puis il faut choisir dans la table correspondant au type d'inspection. Puis ça, les tables sont à la fin du document. Comme par exemple, si on y va tout de suite, on peut regarder pour un plan simple d'inspection de qualité normale. On va le voir plus tard, c'est quoi. On a dit que nous, on avait la lettre J, puis notre qualité d'acceptation, notre qualité l'AQL. Fait ici, si on a 2 pièces ou moins, donc si dans notre échantillon de 80 pièces, on a 0, 1 ou 2 pièces pas bonnes ou non conformes, on accepte le lot, mais à la troisième pièce, on refuse le lot complet. Et dans la légende, vous voyez que veut dire les flèches. En fait, c'est comme toutes les données qui sont ici, on utilise le 0,1. Il y a marqué 0,1 partout ici, mais pour alléger le graphique, ben, ils ont mis des flèches à la place. C'est juste ça que ça veut dire. Puis le AC, c'est le critère d'acceptance. Puis le RE, c'est le critère pour rejeter. Donc, en connaissant votre lettre, le tableau vous donne c'est quoi le nombre d'échantillons que dans votre... le nombre d'items dans votre échantillon, le N minuscule. Et avec votre critère d'acceptation, le AQL ou le NQA, ben vous êtes capable de dire c'est quoi le C d'acceptation. Pour le plan simple, c'est pas plus compliqué que ça. Mais on a aussi des niveaux de sévérité d'inspection. Puis c'est ce qu'on voit. Quand on commence une inspection, on commence toujours au niveau normal. Donc le niveau normal, c'est ce qu'on vient de voir. On va retourner. Ça dit le plan simple à un niveau d'inspection normal. Ça, c'est ce qu'on vient de voir ici. Fait qu'on inspecte les lots comme ça. On commence normal. Mais si on inspecte 10 lots consécutifs qui sont bons,
là, on peut commencer à se douter que le fournisseur il est bon, puis on commence à avoir confiance. Donc, on peut réduire la sévérité de l'inspection. Donc là, on tomberait à réduit. Donc, on commence à normal. Si on a 10 lots consécutifs de bons, on tombe à réduit. Alors, dans réduit, il faut juste simplement changer de table. On était à normal ici, dans la loi normale, pas la loi normale, mais la table normale. Puis là, si on va dans le plan simple, mais réduit, on a toujours la même lettre J. On a toujours la qualité 1, donc on tombe ici. Voyez-vous, fait que là, on prend beaucoup moins de pièces. Au lieu d'en prendre 80, on en prend 32. Donc, on prend juste 32 pièces parce qu'on a confiance au client ou au fournisseur. Puis, on dit, s'il y a 0 ou une pièce de pas bonne, on accepte le lot. S'il y a 3 pièces de pas bonnes, on le refuse. Voyez-vous, il y a un petit jeu entre le 1 et le 3. Donc, si on a 2 pièces, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pas assez pour refuser le lot, mais c'est trop pour l'accepter. Donc, en mode réduit, quand ça se produit, on accepte le lot quand même, parce qu'on n'a pas atteint le niveau de refus. On accepte quand même le lot, mais on retombe en inspection normale. Fait qu'on était ici, on a eu un nombre de défauts qui était entre le niveau acceptable, le niveau d'acceptation et le niveau de rejet. Donc, on retombe ici. Si on avait eu le niveau plus grand que rejet, on le rejette, on ne se pose pas de questions. Et dans tous les cas, on retourne normal. Donc, quand on est en réduit, la seule façon de rester en réduit, c'est quand le nombre de pièces non conformes de notre échantillon est inférieur ou égal au niveau acceptable de qualité. Et pour l'inspection normale, si ça ne se passe pas bien, si lors de l'inspection, sur 5 lots consécutifs, il y en a 2 qui sont rejetés, donc peu importe dans les séquences de 5 lots consécutifs, il ne faut jamais qu'il n'y ait plus qu'un de refusé. Donc s'il y en a 2, on refuse, on passe de la méthode normale à la méthode sévère. Donc la méthode sévère, on va voir comment l'inspecter dans 2 secondes. Mais si, en mode sévère, si on a 10 lots consécutifs rejetés, là, c'est parce que la qualité, elle va vraiment pas bien, puis il y a un gros problème. Donc, on arrête l'inspection. C'est sûr qu'on ne continue pas d'accepter les pièces. On arrête l'inspection, on arrête la production ou on arrête la réception de pièces du fournisseur. Puis là, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut se parler. Mais par contre, quand on est en inspection sévère et qu'on a 5 lots consécutifs d'accepter, c'est comme si on gagnait confiance en la qualité de notre lot, puis on peut retomber en mode normal. Ensuite, on peut retomber en réduit ou en sévère selon le cas. Donc, si on veut aller voir comment ça se passe en sévère, on retourne dans le plan d'échantillonnage simple, mais sévère. Puis, on est encore dans le J, puis on est encore dans le 1, qu'on se trouve à être ici. Donc, en sévère, l'inspection est plus sévère. Donc, s'il y a un lot, si une pièce est moins de non conforme dans l'échantillon, on l'accepte. Mais au lieu d'être 3 comme tantôt, s'il y en a 2 de pas bons, on le refuse. Fait qu'on est plus sévère parce qu'on veut moins laisser de chance au client ou au fournisseur, selon le cas, de passer des lots pas bons. Fait que ça, c'est la méthode d'inspection. On commence par normal, on peut tomber à réduit si la confiance s'installe ou on tombe à sévère si, à l'inverse, notre confiance diminue. Ça, c'est pour les plans simples. Maintenant, on a le même principe. Le même principe d'inspection normale, sévère et réduit va s'appliquer aussi à des plans qu'on appelle multiples. Les plans multiples, c'est que la décision ne se fait pas juste sur un échantillonnage. On a les plans doubles, c'est une particularité des plans multiples, mais c'est un plan multiple aussi. Donc, si par exemple, pour le même problème qu'on avait tantôt, exemple, on avait J, puis la qualité de 1, comme ça ici, oups, J c'est ici. Donc, on commence par prendre 50 pièces. Au lieu d'en prendre 80, on en prend juste 50. Si dans nos 50 pièces, il y a 0 pièces de non conforme, on accepte le lot. Comme ça, fini. S'il y en a 3 ou plus de pas bonnes, on refuse le lot. Mais s'il y a 1 ou 2 pièces de pas bonnes, de non conformes, bien là, ça dit on ne peut pas prendre de décision, fait qu'on va tomber, il faut prendre un autre échantillonnage, fait qu'on prend un autre 50 pièces. Donc, on a un total de 100 pièces. Puis au total des pièces qu'on a pris, on a comme 100 pièces dans les mains, bien, il faut qu'il y ait 3 pièces ou moins de pas bonnes pour qu'on l'accepte. Puis s'il y a 4 pièces de pas bonnes, on le refuse. Donc, exemple, si dans le premier lot, on a pris 2 pièces de pas bonnes, donc on ne peut pas le refuser et on ne peut pas l'accepter. Fait que là, on prend 50 autres pièces. Puis dans les 50 autres pièces, s'il y a une pièce de pas bonne, donc au total, on a 3 pièces de pas bonnes, bien, on accepte le lot. Mais si dans le deuxième échantillonnage de 50, on a 2 pièces de pas bonnes, on a un total de 4 pièces et on le refuse. Fait que ça nous permet de décomposer l'échantillonnage. Au lieu de prendre 80 pièces d'une shot au début,
bon, on commence par 50, on regarde ce qui se passe. Puis si ça va bien, ben, on l'accepte. Si ça va très mal, on le refuse. Mais s'il y a un entre-deux, ben, on prend un autre 50 pièces. C'est ce que ça veut dire. Le petit point ici, ici, ça veut dire que la méthode double, elle ne s'applique pas à ces niveaux de qualité-là. Donc, c'est soit que vous prenez le plan simple qui correspond à votre lettre et à votre degré d'échantillonnage, à votre niveau de qualité, ou vous prenez le plan d'échantillonnage double qui se trouve en dessous. Pour le plan double, pour le plan multiple, c'est la même chose. Le plan multiple, c'est ici. Fait que là, on est à l'inspection normale. Il y a toujours la notion d'inspection sévère ou réduite selon si on se qualifie ou pas, avec les mêmes règles que tantôt. Mais le plan d'inspection multiple, c'est la même chose. Fait que si, mettons, on tombe dans le J comme tantôt, puis on avait le niveau 1, c'est ici. Ce que ça dit, c'est que, on va le grossir un petit peu. Ce que ça dit, c'est que on prend juste 20 échantillons. Donc, on prend un échantillon de 20 items. Puis ce que ça dit ici, c'est que quand il y a un hashtag, quand il y a un mot-clic, en tout cas, quand il y a ça, ben, on ne peut pas accepter le lot. On peut juste dire qu'on le refuse s'il y a 2 échantillons ou plus. Fait que dans les premiers, si on a une pièce de pas bonne ou deux, si on a une pièce ou 0 pièce de pas bonne, on ne peut même pas l'accepter. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on peut la refuser s'il y en a 2 de non conformes. Donc, s'il n'y en a pas 2 non conformes, s'il y en a moins, bien, on est obligé de prendre un deuxième échantillon. Encore un échantillon de 20 qui porte à 40 au total. Puis si au total des 40, il y a 0 pièce de pas bonne, s'il y a 0 pièce non conforme, bien, on accepte le lot. Puis s'il y en a 3 au total, bien, on le refuse. Mais si c'est un entre-deux, si au total des 40 pièces, il y a 1 ou 2 pièces de non conforme, on ne peut pas le décider tout de suite, on va à la troisième. On fait la même chose ici. On prend un autre échantillon. Puis si on ne peut pas se déterminer parce qu'au bout de 60 pièces, il y a encore 2 pièces de pas bonnes, bien, on tombe ici, on prend un autre 20 pièces. Puis ainsi de suite. Fait que voyez-vous, il y a toujours un espace entre la valeur maximum et minimum qu'on peut accepter. Puis si le nombre d'échantillonnages, le nombre de pièces non conformes de l'échantillon se situe entre les deux, bien, on ne peut pas prendre de décision, puis on passe à l'étape suivante. Ça veut dire qu'on prend un autre échantillon. On prend un autre échantillon de 20 items. Mais à la fin, vous voyez que là, il n'y a plus de marge de manœuvre. Là, c'est la dernière étape. Fait qu'on dit là, si au total, tu en as 4 ou moins, tu l'acceptes. Puis là, si c'est 5 ou plus, tu le refuses. Fait qu'il n'y a pas de jeu entre les deux. Là. Fait que dans les étapes préliminaires, il y a tout le temps un jeu ou un espace qui nous permet de passer à l'étape suivante. Mais la dernière étape, il n'y a évidemment pas d'étape suivante. Fait que c'est fini. Fait que ça, c'est le principe. Fait que c'est la même chose. On accepte, on refuse de la même façon que le plan simple ou double. Puis là, on applique, on commence par le niveau normal. Après ça, on tombe à réduit ou à sévère selon la confiance qu'on a en notre fournisseur. Maintenant, il y a la notion de probabilité d'acceptation. Si on prend Cameron, ici, si on dit par exemple, l'exemple de tantôt, on avait 82 pièces dans l'échantillon, puis on accepte le lot s'il y a 2 pièces de pas bonnes dedans, puis on peut dire qu'à 2 pièces, on a, pas 2 pièces, mais oui, avec 2 pièces, si le lot a 2% de défaut, on va l'accepter 77% du temps. Puis si le fournisseur nous présente un lot avec 5% de défaut, bien, on va l'accepter 22 fois du temps. Fait que peu importe la qualité du lot, on est capable de prédire c'est quoi les chances que le lot soit accepté. Ça se peut qu'un fournisseur nous donne 9% de défaut puis qu'on l'accepte quand même parce qu'on a eu on avait 2% des chances de l'accepter puis on a été malchanceux puis on l'a accepté quand même. Mais c'est une courbe comme ça. Fait que dans les plans simples, c'est assez facile à déterminer c'est quoi les chances d'acceptation. On a Cameron puis le plan d'échantillonnage militaire qui nous donne ces valeurs-là pour déterminer la courbe. Mais après ça, un coup qu'on a ces valeurs-là, on est capable de prédire ça va être quoi nos chances d'acceptation du lot. Fait que pour les plans simples, c'est assez facile. Pour les plans doubles, ben là, il y a un petit calcul, une petite compréhension à faire. En fait, pour déterminer les probabilités d'acceptation d'un lot multiple, il faut juste déterminer c'est quoi les scénarios possibles menant à l'acceptation du lot. Comme par exemple, ici, on avait. J'ai mis un extrait ici de la charte. Là. Mettons qu'on avait un plan double avec une qualité d'acceptation de 1%. Avec le code J, il fallait prendre 50 pièces dans notre échantillon numéro 1. Et si on avait 0 pièces ou moins, ben, 0 pièces de non conforme, on acceptait le lot. Fait que cette possibilité-là peut arriver. Combien de fois? Ben, on faut faire tout simplement la loi de Poisson. Fait qu'ici, pour
les chances qu'on l'accepte lors du premier échantillon, bien, on met 50% dans la loi de Poisson, 1% de qualité effective du lot, puis les chances qu'on ait 0 pièce ou moins, voyez-vous, ça arrive à 60% du temps. Donc, les chances de l'accepter au premier tour ou au premier échantillonnage, c'est de 60%. Maintenant, il y a d'autres possibilités d'acceptation du lot. Par exemple, on peut au premier tour avoir une pièce de pas bonne, mais au total, sur 100 pièces, parce qu'on prend un deuxième échantillonnage, il faut avoir 3 pièces ou moins de bonnes, de non conformes. Donc, le scénario est ici. On a une pièce exactement de pas bonne au premier tour et 2 pièces ou moins au deuxième tour qui donne 3 pièces ou moins au deuxième tour, ce qui est correct. Donc, on peut mettre 1 ici pour savoir c'est quoi les chances d'avoir une pièce au premier tour, qui est de 30%, qui est 30% ici, et d'avoir 2 pièces ou moins au deuxième tour. Donc là, ce n'est pas 2 pièces exactement, mais c'est 2 ou moins, parce qu'on peut avoir une pièce ou 0 pièce, puis ça va mener à l'acceptation du lot quand même. Donc, on a 98% des chances d'avoir 2 pièces ou moins. Donc, on multiplie le produit de la chance numéro 1 puis la chance numéro 2, on les multiplie ensemble, qui donne 30% ou 29,89% des chances que ça se produise. Maintenant, un autre scénario possible, c'est que si au premier tour, on a 2 pièces de pas bonnes, donc on a 7,58% des chances que ça arrive, qui est marqué ici. Mais pour qu'on l'accepte, il faut qu'au deuxième tour, on ait une pièce ou moins, parce qu'il faut quand même avoir un total de 3 pièces maximum. Donc, on met ici 1, puis on a 90% des chances que ça arrive qu'on ait une pièce ou moins. Donc, si on multiplie les deux résultats, donne 6,90%. Donc, on a 3 scénarios possibles menant à l'acceptation du lot. On les additionne ensemble, qui donne un total de 97,44%. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi on les multiplie, c'est que quand on a besoin de 2 conditions gagnantes pour qu'un événement se produise, il faut multiplier les probabilités que ça survienne. Comme par exemple ici. C'est quoi les chances qu'on ait pile ici? Pas celui-là, pas celui-là, celui-là, mais vraiment cette chance-là. On avait une chance sur 2 ici que ça se produise, puis une chance sur 2 ici que ça se produise. Donc, une chance sur 2 fois une chance sur 2 donne une chance sur 4. Il faut les multiplier ensemble. Fait qu'on avait une chance sur 4 que ça arrive. Donc, on les multiplie ici. On multiplie les événements qui doivent arriver ensemble pour que l'événement se produise, mais un coup que la possibilité a été déterminée, là, on additionne les chances, le scénario 1 plus le scénario 2 plus le scénario 3 pour avoir un résultat total qui nous convienne. Donc, dans ce cas ici, si on a un plan d'échantillonnage qui correspond à la lettre J, plan normal qui est déterminé par ça ici, si la qualité du lot effectivement était de 1%, on aurait 97% des chances de l'accepter. On peut faire le même exercice en disant, bien là, si la qualité était de 2%, quelles seraient les chances? Fait que là, vous voyez évidemment, là, il faut refaire les mêmes calculs, mais avec un 2%, puis les chances d'acceptation seraient différentes. Comme par exemple, au premier tour, les chances d'avoir 0, ici, les chances d'avoir 0, on aurait 36% des chances de l'accepter au lieu de 60%. Puis là, il faudrait faire le calcul pour le reste aussi. Mais vous voyez que ça a un impact direct. Fait que pour chaque pourcentage de qualité effective du lot, il va y avoir une probabilité d'acceptation qui va être différente. Dans le même style que ça ici. Pour chaque qualité de lot, il va y avoir des pourcentages d'acceptation différents d'acceptation. J'espère que ça a été clair.